Bonsoir à tous et à tous, soyez les bienvenus dans votre émission Écho de CAN sur Pan-African Media. Votre émission de sport d'ailleurs consacrée à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations basée en terre ivoirienne. Après l'édition de 1984 remportée par les Lions Indomptables du Cameroun, conduite cette année-là par le capitaine de regrettée mémoire, Théophile Abega, dit docteur, les Lions tenteront de faire bonne prestation lors de ce lever des rideaux face à la Guinée-Bissau, qui ne vient pas en victime résignée. Tout au long de cette émission, nous reviendrons notamment à voir les coulisses de la CAN. Nous parlerons également du Sénégal qui tentera de faire bonne prestation lors de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire et peut-être arborer la deuxième étoile sur leur maillot. Nous reviendrons également parler des blessés, des équipes sollicité pour cette édition-là, notamment le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui débutera sa rencontre tout à l'heure avec la Guinée-Bissau. Notamment, on nous a annoncé il y a quelques instants, via nos correspondants du côté de la Côte d'Ivoire, l'absence de Sébastien Haller dans les rangs des Ivoiriens à la pointe de l'attaque et aussi de Serge Aurier, le capitaine emblématique de cette équipe de Côte d'Ivoire. Et nous allons avoir également l'écho des fan zones avec nos correspondantes qui sont déjà sur le terrain dans la cité capitale politique et économique du Cameroun, Douala. Et nous donnerons notamment les tendances qui se passent de ce côté-là. Et ensemble, nous pourrons vivre la CAN comme cela se doit au Cameroun et en Afrique. Et après les coulisses de Fan Zone, nous allons revenir sur le plateau, notamment présenter nos différents panélistes qui nous ont fait le plaisir de reprendre présent pour la circonstance, décrypter l'actualité, nous donner notamment les pronostics du match d'ouverture entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Je l'ai annoncé tantôt à ceux qui nous prennent de cours une fois de plus, bonsoir et bonne année. Je ne serai pas seul à vous entretenir pendant les 52 minutes accordées à cette émission d'écho de la CAN. Je serai bien évidemment juste à la gauche de votre écran avec M. Fabrice Ndom, qui est mon consultant en ce jour. Bonsoir Fabrice. Merci RP. Salut fraternel à vos nombreux téléspectateurs. C'est un réel plaisir que d'être là. On espère bien entendu qu'on pourra permettre à nos nombreux téléspectateurs de pouvoir suivre avec beaucoup plus d'allant cette 34e édition en terre ivoirienne. Écoutez, la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Quand on a dit cela, on n'oublie pas que dans le... Oui, c'est la belle famille, mais je voulais plus parler de l'ancrage géopolitique à la Côte d'Ivoire aujourd'hui, au sein de l'espace ouémois, mais également autour de ce que l'on pourrait qualifier de l'Afrique francophone. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez ce fort déploiement médiatique qui est fait, bien entendu, autour de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. On n'oublie pas le caractère hospitalier qu'est la Côte d'Ivoire, avec notamment la dimension festive que cet événement-là draine, mais il y a toute une symbolique qui se cache derrière cet événement-là. C'est la raison pour laquelle il y a comme une nette volonté de vouloir mettre cet événement au-delà de toutes les compétitions qui sont déroulées, loin des 33 éditions qui sont déroulées sur le continent africain. Donc, c'est là tout l'enjeu. Aujourd'hui, la Coupe d'Afrique des Nations de football n'est plus qu'un jeu. C'est aujourd'hui beaucoup plus des enjeux géopolitiques, des enjeux, bien entendu, électoralistes. Tout y va. Et donc, forcément, aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle les politiques mettent des moyens au-delà même de la pensée humaine pour pouvoir se donner le droit, se donner la capacité d'organiser un événement comme celui-là, qui, je dois quand même le rappeler, est assez coûteux en termes d'accompagnement financier. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus assez de pays, notamment au sud du Sahara, qui soient capables d'organiser seuls un format comme celui-là, c'est-à-dire avec 24 équipes. Il y a que des équipes comme le Maroc, comme l'Égypte qui peuvent aujourd'hui le faire assez aisément quand on évoque également le contexte économique qui n'est pas négligé, notamment avec la crise financière qui secoue plusieurs pays. Donc, la Côte d'Ivoire s'est donné le défi d'organiser cet événement-là. On dira déjà bravo à l'État central ivoirien, mais surtout
à cette population ivoirienne parce que on oublie généralement que c'est l'argent des impôts de ces pays-là, du contribuable, qui permet véritablement à l'État de pouvoir consentir un certain nombre de dépenses. Et donc, voilà, la volonté politique, il y est, mais il y a également le désir de ce peuple-là qui a quand même, on l'oublie, connu des crises politiques, qui a été déchiré par des guerres civiles. Et aujourd'hui, peut-être le football viendrait certainement comme un ciment tenter de parfaire la dynamique de cohésion sociale. Il y a eu un ministère qui a été mis en place pour permettre, bien entendu, que les Ivoiriens se parlent, que les Ivoiriens se réconcilient. Mais le football, c'est un élément qui sait parfois faire taire les querelles, faire taire un certain nombre de conflits. Peut-être que l'après-CAN pourra permettre davantage aux Ivoiriens, bien entendu, de pouvoir tout oublier et de repartir de plus belle. Donc voilà. L'entrée. Vous avez fait le tour de la situation géopolitique du côté de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, on se souvient de cet événement de 2005, après la qualification pour la toute première fois de la Côte d'Ivoire de participer à cela. C'était en 2006. À la Coupe du Monde. Oui. Alors, on avait cette année-là le capitaine emblématique de la Côte d'Ivoire, Didier Drogba, qui avait demandé à ses coéquipiers de se mettre... Ouais, il y avait une véritable fracture entre le nord et le sud. C'est un vieux contexte, c'est un vieux contentieux qui persiste plus ou moins, qui a été bien alimenté par les officines impérialistes qui voudraient, bien entendu, que le nord soit toujours musulman et que le sud soit chrétien. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand vous regardez la carte, j'ai envie de dire, religieuse, on va le dire ainsi, de la Côte d'Ivoire, vous avez, voilà, les religions les plus dominantes, c'est l'islam et c'est le christianisme. Et donc, à cette époque, on a vu, vous l'évoquez, le rôle prépondérant qu'a joué Didier Drogba pour demander aux Ivoiriens de se regarder en face et bien entendu de faire taire un certain nombre de querelles. Parce que la Coupe du Monde, pour eux, était un prétexte assez intéressant pour pouvoir, bien entendu, essayer d'oublier les querelles d'antan. Et on se rappelle, bien entendu, que la Coupe s'était qualifiée au détriment du Cameroun, qui avait malheureusement manqué un penalty, sensiblement aux arrêts des jeux, Pierre Romélien, on s'en souvient. Alors, nous allons prendre la première transition de cette émission. Fabrice, nous allons chercher la fiche du jour. L'élément semble... De retour dans ce studio de Pan-African Media dans le cadre de l'émission Écho de la CAN. Fabrice, alors nous l'avons annoncé, nous allons débuter avec l'affiche du jour, notamment celle qui nous intéresse aujourd'hui, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau. Oui, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, les matchs d'ouverture sont parfois des matchs pièges pour le pays organisateur. Je rappelle que depuis quasiment 1h du matin, les Ivoiriens ont pris d'assaut le stade olympique Alassane Dramane Ouattara de Bimpe afin d'avoir accès notamment aux premières places. Et donc, il y a une pression supplémentaire pour l'État, du moins pour le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, mais qui a aussi le mérite de jouer chez lui, de jouer à domicile. Et donc, il y a cette... Ça date de 40 ans tout de même. Oui, après, il y a 1984. Il y a que je voulais évoquer le facteur public, c'est-à-dire qu'on a le public avec choix qui peut véritablement amener les joueurs à se transcender. On joue sur nos terres, les terres de nos ancêtres, et donc pour ceux qui font un peu de la superstition, vous comprendrez que le fait de jouer chez vous donne un certain atout du point de vue du point de vue spirituel. Et donc il va de soi qu'on a beaucoup plus de garanties, on a beaucoup plus d'assurance et même d'ancrage, parce que c'est une pelouse que l'on connaît beaucoup. Les Djurtous de la Guinée-Bissau vont découvrir, ou alors ils ont découvert la pelouse hier, parce que il faut dire reconnaissance, la fameuse cérémonie de reconnaissance de l'aire de jeu a lieu au même moment où le match aura lieu. Donc forcément, il a eu lieu hier aux conditions de match, c'est-à-dire à 20h heure locale, parce qu'il faut dire que l'Afrique centrale a un décalage d'une heure avec l'Afrique de l'Est, notamment la Côte d'Ivoire. Et donc, il faudra désormais au coach Gassé de pouvoir permettre à ses poulains de pouvoir mieux juguler cette pression-là. Sinon, voilà, il va sans dire que les joueurs risqueraient de cramer. D'ailleurs, vous avez évoqué
tout à l'heure, les joueurs plus ou moins qui vont manquer cette première journée, que ce soit du côté de la Côte d'Ivoire. Vous avez fait mention du Cameroun tout à l'heure, mais il y a un pays qui en souffre énormément, c'est le Nigeria, qui a été privé quasiment de ses 3 meilleures pièces maîtresses offensives. On parle de Wilfried, de Didi, on parle de Victor Boniface, on parle d'Oumar Sadiq. C'est beaucoup pour la sélection nigériane, qui est quand même annoncée depuis 2022 comme étant le super favori. On se souvient que la CAN au Cameroun, c'était l'un des rares, sinon le seul pays à avoir fait carton plein en match de poule, c'est-à-dire qu'il y avait eu 3 sur 3 matchs. Après, elle est tombée sur une équipe assez résiliente de la Tunisie, dans son entre du Roum de Adia Stadium. Donc c'est une équipe du Nigeria qui est attendue, mais qui devrait aussi se faire sans. C'est un de ces joueurs. C'est la raison pour laquelle la Confédération africaine de football a contraint les fédérations de pouvoir donner une première liste des présélectionnés de 52 joueurs pour permettre 54 joueurs pour permettre notamment à cette équipe-là de pouvoir, ces équipes pouvoir pallier à certaines insuffisances, de pallier à certaines blessures. Le règlement de la FIFA, lui, il est encore beaucoup plus précis. Je crois qu'il donne encore aux équipes jusqu'à 24 heures, pas du coup d'envoi de la compétition, mais du coup d'envoi de votre premier match. C'est-à-dire que si le Cameroun joue, je dis n'importe quoi, le 15, et que la CAN, elle démarre aujourd'hui, je crois, nous sommes le 13. Jusqu'au 14, Rigobertson a encore la possibilité de pouvoir convoquer un joueur. Je crois d'ailleurs qu'il y a eu la frayeur qui nous est venue de Yamoussoukro en milieu de journée sur le cas Vincent Boubacar. Il y a eu les résultats de l'IRM qui ont rassuré de ce que Vincent, oui, il pourra certes manquer le match d'ouverture, mais il restera dans le groupe. Il est fort probable qu'on puisse l'avoir dans les prochaines journées qui arrivent. Donc c'est un match assez compliqué pour la Côte d'Ivoire, qui est, je crois, sa 26e participation en Coupe d'Afrique des Nations de football, qui jouera face, je dirais pas un novice, mais face à la Côte d'Ivoire, c'est un novice parce que la formation gambienne, elle est, je crois, la 4e participation. Et elle a ceci de particulier qu'elle n'a jamais perdu son premier match en Coupe d'Afrique. C'est quand même là c'est une particularité, c'est la très grosse particularité, bien entendu, de la Gambie, c'est que oui, elle n'est pas une équipe qui est régulière, mais lorsqu'elle a la capacité de se produire, elle a ceci de particulier qu'elle sait bien démarrer ses matchs d'ouverture. Tous ces 4 premiers matchs en Coupe d'Afrique des Nations de football sont soldés par un match nul, soit des 0 buts partout, alors d'un but partout. Donc comprenez aujourd'hui que quand on convoque ces éléments-là pour la Côte d'Ivoire, on comprend qu'on n'a pas en face de nous un enfant de cœur. Il faudra donc tout faire pour être à la hauteur de cette première équation à plusieurs inconnus qui s'appelle désormais la Gambie. Justement, vous mentionnez la Gambie, mais c'est la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, pardon. Voilà. La Guinée-Bissau, les deux tous de la Guinée-Bissau, je vous en prie. Il y a peut-être un facteur qui pourra changer la donne dans cette rencontre-là. Le public qui, à un moment, peut être acquis aux Ivoiriens, mais qui peut être également un désavantage pour cette équipe ivoirienne, puisqu'on connaît le public d'Abidjan. C'est très chaud, c'est bouillant et c'est très exigeant si on n'arrive pas à produire le jeu et le résultat dont on veut. Est-ce que les Ivoiriens pourront trouver justement les voies et moyens pour plaire à le public pour cette ouverture des rythmes? Rassurez-vous, ça ne sera pas une chose, et c'est facile parce que lorsque vous dites le public, c'est pas un public lambda. Vous jouez devant le premier sportif ivoirien qui est M. Alassane Dramane Ouattara, devant les plus hautes autorités sportives locales et même politique. Et donc, il y a une pression véritablement supplémentaire que vous devez gérer. C'est en cela que vous assumez davantage la casquette de footballeur professionnel. Voyez-vous, vous n'avez pas de problème à vous produire dans une pièce où il y a 6000 spectateurs parce que c'est votre job. Il y va de soi. Pour le footballeur, vous avez un stade Ebimpe qui fait 60 000 places assises, mais je le répète encore, c'est devant le premier sportif ivoirien. Donc, il faudra être à la hauteur. Séance-là, c'est dans des rencontres pareilles que les préparateurs psychologiques, les préparateurs physiques devraient permettre à ces gamins de pouvoir
je dis également, je suis un peu excessif, mais à ces joueurs de pouvoir mieux gérer cette pression-là, parce qu'il y a peut-être un trop fort d'adrénaline qui pourrait à un moment donné amener les uns les autres à avoir des contre-performances sur le terrain. Et c'est là il faille absolument avoir un discours à point pour permettre à ces gamins de pouvoir non pas se transcender, mais donner ce qu'ils ont de meilleur en eux, c'est-à-dire de savoir comment juguler la pression du public, la pression de la famille. C'est un peu un ensemble de tout, voyez-vous. On joue ce soir, la grande famille, la famille elle est là. La belle famille également, on pourra dire plus ou moins. Voilà, les autorités politiques sont là, et donc, voyez-vous, je dis n'importe quoi, imaginez-vous un scénario où la Côte d'Ivoire rentre au vestiaire avec un but en retard, c'est-à-dire qu'il faille remonter. C'est extrêmement compliqué. Le Cameroun l'a connu, être mené au stade Olembe face à une équipe burkinabé très joueuse. Il fallait trouver d'autres moyens pour pouvoir remonter la troupe à Vincent Boubacar, et on a vu comment en seconde période cette équipe a su se réinventer et capitaliser sur des faits de jeu, notamment avec ces deux pénaltys transformés fort belle manière par le capitaine Vincent Boubacar. Donc ça pourra se jouer à des détails, mais n'attendez pas à ce que la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire domine outrageusement la rencontre, ça sera une très bonne chose. Mais pour le match d'entrée, Hervé Sanjo, si je suis Gassé, je ne dirais pas, je ne m'attendrai pas à ce que l'on gagne peut-être avec la manière. Le plus important, c'est d'abord de gagner. C'est-à-dire pour ne pas gâcher entre guillemets la fête, parce que oui, même si vous ratez à l'entrée et que vous réussissez vos deux premiers matchs, il y a que le fait d'avoir raté le match d'entrée pourrait causer un déficit énorme en termes, bien entendu, de l'aspect économique, parce que tout le monde attend que la victoire ivoirienne pour pouvoir se lâcher dans les maquis entre amis, et donc pour maintenir un certain niveau d'équilibre, parce que on a consenti énormément de dépenses, et donc il faudrait derrière qu'il y ait un retour sur investissement. Et quand je dis un retour sur investissement, ce n'est pas forcément l'État central, c'est également le petit commerce ivoirien qui doit vivre, les petits maquis ivoiriens qui doivent vivre. Donc imaginez-vous un scénario où la Côte d'Ivoire se fait laminer 3-0 par la Guinée-Bissau. Rassurez-vous, voilà, ça sera un silence de cimetière le soir à Abidjan et partout. Et donc on aimerait voir la Côte d'Ivoire rentrer tambour battant, remportant ce match d'entrée-là. On a d'ailleurs cette très belle image. Et ce que j'ai apprécié dans la dynamique qui a été mise en place par la Fédération ivoirienne de football, j'en profite pour saluer Idriss Diallo, qui en est son président. Je l'ai rencontré lors de la CAN au Cameroun. On a eu un entretien dans un hôtel très huppé du côté de Yaoundé. Alors il me disait très humblement, je suis venu au Cameroun pour apprendre. Et on voit très bien comment la Côte d'Ivoire s'est approprié l'expertise camerounaise pour pouvoir parfaire ce qui n'a pas été plus ou moins en fait pour parfaire l'organisation camerounaise, parce que quand on voit la manière avec laquelle les aéroports, les rues, voilà, le branding, le merchandising a été fait, on sent que on est allé au-delà de ce qu'a proposé le Cameroun. Je parlais là du cadre dans lequel les éléphants se sont préparés. C'est un lycée local qui a une infrastructure quand même assez futuriste. Je ne sais pas, un seul lycée en Afrique centrale ou même en Afrique de l'Ouest qui puisse permettre à la sélection nationale de nos pays de se produire. Ces infrastructures, ce n'est pas un privé qui les a. Contrairement au Cameroun, on allait faire notre préparation dans un complexe que je ne voudrais pas nommer ici pour éviter que la directrice de la communication ne me frappe. Mais c'est quand même, ouais, on va s'ajourner en prière. C'est quand même particulier. Oui, Serge Aurier qui manquera très certainement le match d'ouverture. C'est assez particulier ce qu'a fait l'État ivoirien, à savoir qu'un lycée qui est quand même une infrastructure publique puisse avoir une infrastructure aussi futuriste. Je rappelle que le gazon il est quasiment moderne, donc ce sont des gamins de 15, 16, 17 ans qui s'y produisent au quotidien. Ça vous dit que l'après-CAN déjà va profiter voilà, à tous les Ivoiriens, c'est-à-dire les sportifs auront les infrastructures futuristes, 6 stades qui sont sortis de terre. De relève qu'on est en train de préparer du côté absolument, de la absolument. Aujourd'hui, prenez le cas du Cameroun. Quel est le lycée qui est capable de se produire sur les infrastructures dédiées à la dernière CAN? Aucun lycée. Hervé Sanjo, aucun lycée. C'est-à-dire qu'il continue à
s'emmerder, passez-moi l'expression, dans des terrains qui sont pas, voilà, qui sont pas très adaptés. Mais là, on a un lycée public qui a une infrastructure futuriste et qui permettra très certainement à d'autres lycées de pouvoir organiser des compétitions sur cette infrastructure-là et permettre à ces gamins de toucher un tout petit peu ce que c'est que le professionnel. Ben moi, je pas encore joué, voilà, même dans mes moments les plus fous, dans une enceinte assez sympathique comme celle-là. Donc, c'est vous dire véritablement que, voilà, on dira... C'est une réussite à vous entendre parler, Fabrice. D'entrée, j'ai envie de dire que c'est une réussite. Mais après, il faut savoir capitaliser cela. Quand on sait qu'un an après, on n'a pas joué au stade Olympique à Yaoundé. Et quand on sait qu'on a plus de 150 milliards de dépensés sur cette infrastructure qu'on nous a annoncé comme étant futuriste avec des hôtels et tout. Aujourd'hui, qui s'est avéré être un véritable... un véritable mensonge. Quand on sait que le Gabon a souffert, bien entendu, de ce manque d'accompagnement dans le processus, en tout cas de maintien, d'entretien de nos infrastructures sportives, ça pose véritablement un problème. Et donc, c'est en cela que, et je crois que dans le choix même de la construction des infrastructures du côté de la Côte d'Ivoire, on a tenu compte de cela. Il y a que, je crois, le stade Boaké et celui d'Abidjan qui font, je crois, 60-40 000 places. Le reste, ce sont des enceintes de 20 000 places. Ça vous donne moins de pression dans la dynamique d'entretien de ces stades-là, même si tous les stades sont couverts, mais il y a moins de moyens que vous mettez en place pour pouvoir, bien entendu, entretenir ces stades-là. J'ai eu un entretien avec le directeur du stade, par exemple, de Japoma, qui vous dit que pour nettoyer, je dis nettoyer seulement le complexe, je dis les gradins, j'ai pas dit la pelouse, j'ai pas dit voilà, en tout cas les artères du stade, uniquement les gradins, il nous faut pas moins de 600 personnes. Pas moins de 600 personnes. Et donc, voyez-vous, si vous dites Obama, vous donnez juste du taxi au gamin qui vient nettoyer les gradins, ça fait combien? Ça fait 600 000 francs CFA. C'est énorme. 1000 francs par personne. 1000 francs, oui. Je ne suis pas très bon mathématicien, mais si on fait 600 fois 1000 francs, on a presque 6 millions. 6 millions. Voilà. 6 millions. Donc, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Uniquement pour le nettoyage. Alors, c'est un gros coup de réussite pour la Côte d'Ivoire, si on s'en tient à vos analyses, Fabrice. Donc, la belle famille, d'ailleurs, essaye, après les enseignements reçus au Cameroun, essaie de faire bonne figuration. Ouais. On peut le dire. La Côte d'Ivoire a intérêt. La Côte d'Ivoire a intérêt. D'abord parce que il y a, je l'ai tout à l'heure, je n'aimerais pas être excessif, mais je voulais parler d'un véritable cartel international qui a tout aussi intérêt à ce que le modèle ivoirien réussisse. Il y a un championnat local qui est mis sur pied et qui est d'ailleurs diffusé sur les médias hexagonaux. Et donc, vous comprenez qu'on a tout intérêt à ce que ce modèle puisse véritablement perdurer. Mais la question de fond, c'est de savoir, est-ce que nos États ont ce que moi je qualifierais des politiques sportives locales qui permettent véritablement à ce que il n'y ait pas un véritable boulot d'étranglement qui soit mis sur les fédérations, encore moins sur les clubs qui ont d'abord du mal à pouvoir gérer la masse salariale à l'intérieur. Et maintenant, s'il faut à côté de cela gérer un certain nombre de réalités d'ordre professionnel, ça pose problème. Donc il faudrait qu'il y ait des politiques sportives locales. Et quand on parle de politique sportive locale, beaucoup ne comprennent pas véritablement ce que nous voulons dire en cela. Il faudrait que l'État intègre véritablement dans la gestion des affaires de la cité le paramètre sportif. À une certaine époque dans ce pays qu'on appelle Cameroun, on imposait aux entreprises d'accompagner selon un certain prorata, selon un certain, voilà, selon une certaine, du moins la mesure selon les capacités de ces infrastructures, de ces entreprises d'accompagner le mouvement sportif. Quand vous le faites, vous êtes exonéré d'un certain nombre de taxes. Bref, il y a une dynamique qui est mise tout autour pour vous permettre d'assouplir un tout petit peu les réalités liées notamment, que ce soit aux questions douanières ou alors à la question de la fiscalité liée notamment à ces pays, donc à ces entreprises. Donc, c'est en cela qu'on parle véritablement de politique sportive. Quand on a quitté l'aspect politique ou alors l'aspect administratif, il y a également la mise sur pied d'une véritable dynamique de développement de football local. Chez nous, on a plus les yeux rivés vers les équipes professionnelles, mais qu'en est-il des sélections jeunes? Est-ce qu'il y a une véritable académie locale qui pense le déploiement du football ivoirien, qui pense l'ADN du football ivoirien? C'est tous ces éléments qu'on doit véritablement mettre ensemble pour que, au même moment que les entreprises
apportent ce qu'elles peuvent apporter pour soutenir les clubs, pour soutenir la fédération. Au même moment, on facilite véritablement l'accès aux droits TV, aux entreprises audiovisuelles qui vont promouvoir, bien entendu, le football local. Pendant ce temps, on fait tout pour travailler le contenu. Parce que on ne vend qu'une marchandise qui est véritablement attirante. Vous allez vous mettre tout ce que vous allez vous mettre, mais si le contenu n'est pas attirant, Hervé, il va sans dire que voilà, vous allez le faire 1 an comme l'a fait du côté du Gabon. On se souvient, on a convoqué les états généraux du sport et à cette époque-là, le président Ali Bongo dit, bah, on le connaissait très friand du football. Il a décidé de mettre assez de milliards pour peu que cette annonce a été faite. On a vu rapidement que les hommes politiques se sont accoquinés cette affaire-là. Chacun a créé son club qui n'existait nulle part parce que voilà, si vous avez un club en première division, vous avez 1 milliard de francs CFA. Sauf que même lorsque l'État a fait ses moyens, alors c'est donner cette peine-là, ces hommes politiques, voilà, qui n'ont Dieu que pour le blé, pour le facio, ont fait de cet argent ce qu'il est passé par la tête. Et finalement, qu'en est-il aujourd'hui du football gabonais? Il est où il est aujourd'hui, dans un état purement dans l'agonie, passez-moi l'expression, il n'existe quasiment pas. Il y a la Lina Foot qui est... Il y a très peu de temps, ça avait repris de ce côté-là parce que... j'ai fait des tonnes de reportages là-dessus avec Brice Inengue et les responsables de la fédération locale du côté du Gabon. Voilà, on est complètement perdu au Gabon. Donc, il ne faudrait pas qu'on retombe dans ces mêmes travers-là. Malheureusement, nos États, on a parfois l'impression qu'on ne sait pas tirer les leçons, même de nos voisins, pour pouvoir améliorer, bien entendu, la gestion locale de nos affaires. Alors, nous allons rester un tout petit peu dans le contexte géopolitique, puisque vous l'avez d'ailleurs très bien détaillé, Fabrice. En Afrique centrale, on a tendance à ne pas faire les choses comme elles semblent l'être, notamment dans les pays peut-être de l'Afrique de l'Ouest, où il y a notamment un suivi par an de football pour la relève, le football jeune en particulier. Et en Afrique centrale, on a tendance à croire en fait qu'on a plus la pensée rivée sur les équipes premières, notamment les équipes seniors. Je vais déconstruire un fait. Écoutez, tous les 14 pays de la zone francophone souffrent d'un même problème, d'un même cancer. Alors, la particularité avec les pays de l'Afrique de l'Ouest, parce que j'ai eu à faire un travail de fond, que ce soit avec le Bénin, j'ai été au Bénin pour voir comment ça se passait, que ce soit avec le Mali, j'ai travaillé avec le coach, j'oublie son nom, mais il était le sélectionneur de la sélection locale des Aigles lors du Chan, j'ai oublié son nom, il a fait ses études du côté de la France. Le modèle burkinabé, on le connaît très bien. Le modèle sénégalais, on le connaît très bien. Écoutez, aujourd'hui, le miracle sénégalais, c'est beaucoup plus les initiatives privées. C'est beaucoup plus les initiatives privées. Sauf que pour le cas sénégalais, on a une nette volonté de vouloir donner une certaine clairvoyance, une certaine objectivité, voilà, c'est le mot que je cherchais. Une certaine objectivité dans le traitement de la carrière de footballeur. Est-ce que vous avez entendu parler d'une académie nationale de football au Sénégal qui vous produit des joueurs? Il n'y en a pratiquement pas. Même s'il y en a, ça n'a pas assez d'impact sur les sélections nationales jeunes. Mais regardez les différentes sélections qui sont sorties. Les jeunes viennent d'où? Ils viennent de Djambar, ils viennent de Génération Foot. C'est un peu comme ça le modèle de ces pays de l'Afrique de l'Est. Quand vous prenez le Mali, vous avez AS Real de Bamako, vous avez un deuxième club là, AS Real Bamako, l'autre va me revenir tout à l'heure. Ces pays ont bâti, bien entendu, le cadre de la formation jeune sur des initiatives privées, mais qui sont tellement bien faites au point où on n'a pas peur, lors d'une sélection des U17, des U20, de pouvoir prendre, je sais pas, 10 joueurs dans Génération Foot, 7 joueurs à Diambas, parce qu'on sait que c'est ce qui se fait de mieux. Et derrière, j'en ai dit, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que, qu'en est-il des autres? Lorsque vous prenez le Mali, c'est pareil. Le football jeune n'existe plus au Mali depuis longtemps. Mais lorsque j'ai posé, bien entendu, la question, à l'époque, c'était le président Mamadou Touré qui était président de la Fédération malienne de football. Aujourd'hui, pour des questions, dit-on, de corruption et autres, il est mis en mal par la justice locale. Bah, il nous a fait comprendre que c'était extrêmement compliqué, le contexte local assez difficile, la crise financière est passée par là. Et donc,
il y avait des initiatives privées qui sont mises en place et qui permettaient aujourd'hui à la fédération locale de pouvoir se projeter sur ces initiatives privées afin de pouvoir nourrir les sélections locales jeunes. Et quand vous regardez ces dernières années, quelles sont les équipes qui sont mieux comportées en catégorie jeune? Le Sénégal. Le Mali. Le Sénégal n'est pas loin de là. Dans une certaine mesure, le Nigeria ou alors le Burkina Faso. C'est pareil au Burkina Faso. Les sélections locales sont adossées sur 2 ou 3 clubs qui ont des sections jeunes et qui semblent véritablement donner une certaine traçabilité, une certaine clairvoyance dans la formation des jeunes. Et c'est la raison pour laquelle on a plus ou moins l'impression que ça marche. Mais sinon, ça ne marche pas, très cher ami. Qu'en est-il de la Côte d'Ivoire? On n'en parle presque pas. Est-ce que vous avez eu seulement connaissance d'une sélection U17 ivoirienne qui a fait parler d'elle, que ce soit sur le plan local, sur le plan sous-régional ou sur le plan international? C'est mitigé. Le cas de l'Afrique centrale aujourd'hui, on a du mal à pouvoir bien entendu adosser nos sélections sur ce modèle-là. Les pays comme la République centrafricaine, il y a un magnifique projet qui est mis en place. D'ailleurs, je commets un article là-dessus, il y a je crois quelques 6 jours seulement, le président de la fédération, le président de la République a inauguré pour la première fois le premier centre technique de football féminin qui a eu lieu du côté de PK22, je crois dans la route de Damara. Et parallèlement, il a inauguré le centre technique de Bangouma j'ai failli dire Abidjan, mais plutôt à Bangui. Il y a un magnifique projet qui est mis en place du côté de Bangouma avec le PST, entendez par là, le programme de soutien technique encadré par la FIFA, sous le couvert, sous l'accompagnement de la Fédération française de football, et qui permettra très certainement, dans les années à venir, avoir une très bonne section de football jeune. Aujourd'hui, on voit le football féminin centrafricain qui commence à donner un très bon visage. C'est le résultat de ce qui est fait, bien entendu, en backstage. Pour le cas du Cameroun, on a des académies que je ne voudrais pas citer ici, mais qui font quand même un très bon travail. On n'a qu'à voir aujourd'hui comment est-ce que ces académies-là fournissent assez de très bons joueurs aux sélections nationales. Comment est-ce qu'on ne devrait pas s'inspirer de ces académies-là qui font un travail remarquable pour pouvoir, bien entendu, apporter un certain nombre d'éclats dans nos sélections jeunes. L'ANAFoot, qui est quand même aussi en train de donner assez satisfaction, pourrait être la solution dans les années dans les années qui arrivent. Vous avez d'ailleurs vu hier la sélection U20 du Cameroun qui a dominé l'Égypte à domicile, 4-2. Et donc, on est chez les dames. Chez les dames. Et donc, parfois, au Cameroun, on a la maladie de vouloir avoir les résultats, ce que les Latinos appellent le hic et non, ici et maintenant. On doit savoir construire ces résultats-là. Et ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais lorsqu'une dynamique est née, lorsqu'il y a une dynamique qui est née, voyez-vous, on a du mal à pouvoir l'arrêter. Lorsque vous regardez, on parlera certainement du premier sacre camerounais à la CAN, ben il vient d'où? Il vient de 82. Le mondial 82, c'est cette génération qui fait un mondial extraordinaire où on rentre sans perdre un seul match, même s'il y a des matchs à la clé. En 84, il y a une consécration. Ce qu'on ne dit pas, c'est que des années après, en 86, bah, c'est une équipe qui part encore gagner des trophées. Après, il y a plus ou moins un passage à vide en 88, 90. On a une autre génération qui monte, qui va jusqu'en 92, 94. Et après, elle a plus ou moins disparu. On a une autre génération qui naît en 97. 97 avec les Samuel Eto'o qui rentrent en sélection 2002 et qui a saturé. 2004, elle n'existe plus. Il faut réinventer notre génération. Et donc, c'est comme cela que la fédération devrait travailler. Se réinventer. Ne pas avoir peur des passages à vide. On a vu le Nigeria qui, à un moment donné, a décidé de tout arrêter, dit qu'on n'en veut même plus. On a tout dissous. On a dit on va travailler à la base. Et après, le Nigeria est venu quelques années plus tard remporter la CAN. Justement. Mais du côté du Nigeria, c'est un problème typiquement de corruption et d'ingérence politique dans le football. Donc, et la FIFA est contre tout cela. Nous allons nous prendre le générique et aller chercher l'écho des fan zones. Visiblement, l'élément n'est pas encore prêt, mais certainement nous reviendrons dessus plus que nous avons nos correspondantes qui sont de ce côté-là pour nous rapporter en direct de ce qui se passe du côté de Stéphane Zola. Générique.
Retour dans ce studio de Pan-African Media dans le cadre de Écho de Cannes. C'est la première édition de la semaine, la première production d'ailleurs, issue de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations d'ailleurs, qui débutera dans quelques heures du côté d'Abidjan. Et l'affiche du jour sera notamment le pays hôte, la Côte d'Ivoire, face à la Guinée-Bissau. Alors Fabrice, nous allons faire une petite projection dans le groupe, dans la suite du programme, notamment avec le Nigeria qui affrontera la Guinée-Conakry. Et nous allons nous projeter notamment dans le groupe B des rencontres qui vont se dérouler demain. Oui. Nigeria, Guinée-Conakry, ça peut se faire malgré les absences du côté nigérien? Je ne sais pas si le Nigeria joue face à la Guinée-Conakry. Parce que la Guinée-Conakry, c'est le premier adversaire du Cameroun dans la poule C. Je vais checker cela. Je crois pas que on va vérifier tout cela via notre technique, si ça sera possible d'avoir les éléments. C'est possible d'avoir les éléments au niveau de la technique. Alors, nous allons certainement revenir sur cette affiche de la deuxième journée du groupe A, d'où le Nigeria devra batailler malgré de nombreuses absences, malgré de nombreuses blessures dans le camp des Super Eagles. Est-ce que ça se fera? Est-ce que le Nigeria notamment pourra faire bonne prestation pour cette première-là? Ouais, le Nigeria a tout intérêt à... Surtout qu'on a le ballon d'or africain. Ouais, Victor Osimhen. Sauf que, oui, c'est un ballon d'or africain qui, moi, ma foi, ne m'a pas assez réjoui parce que Victor est consacré sur la base de ses performances uniquement en club avec le Napoli. D'ailleurs, vous avez vu, lors de son arrivée du côté de la Côte d'Ivoire, il y a une forte délégation italienne qui est venue l'accompagner. C'est vous dire effectivement la mort qu'il y a désormais entre le Nigérian et le club italien. En sélection nationale, voilà, ça a été assez compliqué. On se rappelle que je l'ai dit tout à l'heure, le Nigeria a été éliminé en 8e de finale de la CAN au Cameroun. C'était sur un but à 0 par la Tunisie. Le Nigeria a été barré par le Ghana dans ses éliminatoires pour la course à la Coupe du Monde 2022 qui s'est jouée au Qatar. Donc sur quelle base Victor Osimhen a été consacré Ballon d'Or? Je crois que c'est seulement sur la base de ses performances en club. Et quand on le dit, ça veut tout dire. Ça veut dire que dans le fond, il n'y a pas un fort ancrage sur le plan local, je veux dire, avec sa sélection nationale. Cela n'enlève en rien la performance, le talent de ce gamin. Cela n'enlève en rien le potentiel de l'équipe du Nigeria. Écoutez, le Nigeria a ce que moi j'ai qualifié aujourd'hui les problèmes de riches. C'est-à-dire que lorsque vous avez un groupe qui est hyper talentueux, il faut... Mais qui manque de résultats depuis un bon bout de temps dans les compétitions. Tout à fait. Il faut un savant dosage, un savant mélange pour permettre à cette équipe-là de pouvoir se retrouver. Je crois qu'il y a eu des garanties qui ont été faites par le staff technique parce que contrairement à d'autres sélections, le Nigeria vient à la CAN pour la gagner. Ouais, le dernier titre remonte tout de même en 2013. Le Nigeria vient à la CAN pour la gagner. Ça, ce sont des concessions qui ont été faites au niveau du sommet de l'État. Voilà, j'ai dit quoi, l'encadrement technique a donné des assurances quant à ce que la sélection venait pour gagner. Il n'y a que 2 pays, ou alors 3 pays, du moins 4 pays qui sont officiellement présentés leur volonté nette de vouloir remporter cette 4e édition, la Côte d'Ivoire, parce que le Maroc, parce que le Maroc a quand même réussi quelque chose d'extraordinaire. Demi-finaliste d'une Coupe du Monde. Regragui s'est voulu très clair: si je ne remporte pas, du moins si je ne suis pas dans le dernier carré de cette CAN, écoutez bien ce qu'il a dit, je démissionne. Et donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, le Mali ne... Qu'est-ce que je ne sais pas ce que j'ai avec le Mali. Le Maroc ne vient pas pour plaisanter. Le Maroc vient absolument pour remporter. D'ailleurs, ça serait une nation très attendue en Côte d'Ivoire, au vu du statut qu'il a aujourd'hui sur le continent africain. Mais écoutez, depuis moi, je commentais la CAN au Cameroun avec un ami qui a aujourd'hui travaillé pour une structure en Égypte aujourd'hui, John Peter K. Alors, il me faisait remarquer que sur les 24 sélections présentes au Cameroun, le Maroc était l'un des rares à avoir un 11 qui était titulaire dans les
5 plus grands championnats européens. Donc, le 11 marocain étaient titulaires dans leurs clubs respectifs dans les 5 plus grands championnats européens. Donc, quand ça dit ce que ça veut dire. Bah, vous avez du gardien Bounou jusqu'à l'attaquant, comment il s'appelle, Ziyech. À l'époque, il était assez tout flamme, ouais. Bah, tout flamme avec d'abord Manchester City. Après, il a fait une pige du côté de Chelsea. Aujourd'hui, il est aux Émirats Arabes Unis. Bref, il est perdu. Donc, il est en Turquie. En Turquie, d'accord, merci. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, le Maroc, quand on regarde le parcours époustouflant, en Coupe du Monde, éliminé quand même des cadors. Le Portugal est passé le par là. Portugal, l'Espagne. Chuté face à qui? La France, avec son contingent de joueurs africains. Suivez mon regard. Il est extrémiste, hein, face à la France. Ça s'est joué sur des détails. Et donc aujourd'hui, le Maroc qui est resté sur cette même dynamique, c'est quasiment le même groupe qui sera la CAN. Et voilà, quand on regarde le travail immense qui est fait depuis des années par le roi du Maroc pour donner une certaine visibilité au football africain, pour donner une certaine visibilité même au football local. Aujourd'hui, le football marocain, voilà, ça se passe de tout commentaire. Le championnat local, il est tellement relevé, il est bien structuré, les joueurs sont hyper bien payés. Vous avez l'académie locale du roi qui fonctionne, Mohamed VI, qui fonctionne très bien. Les sections féminines sont très bien entretenues. D'ailleurs, le coach qui accompagne la section féminine, je rappelle que c'était, son nom m'échappe, l'ancien coach de l'Olympique lyonnais féminin, qui est venu tenir la sélection féminine du Maroc. Ça veut dire ce que ça veut dire. On a une vision assez futuriste. Et à côté donc du Maroc, je parlais des potentiels ou alors des ambitions assez claires de certaines équipes. Il y a le Sénégal. Pourquoi le Sénégal? Nous y reviendrons d'ailleurs parler de cette équipe du Sénégal. On espère tout simplement que les éléments pour Écho de Cannes ou alors les éléments de fan zone sont prêts du côté de la technique. Au cas contraire, nous reviendrons parler notamment du champion en titre sénégalais, amené notamment par son capitaine emblématique, Sadio Mané, qui s'est exilé du côté de l'Arabie Saoudite d'ailleurs, qui aux côtés de Cristiano Ronaldo fait une très bonne prestation. Et d'ailleurs, c'est un début de saison quasiment réussi, contrairement à la saison qu'il a passée du côté du Bayern de Munich, où ça a été un tout petit peu entaché de blessures et d'irrégularités pour le Sénégalais. La Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition, c'est pour bientôt. En Côte d'Ivoire, pays organisateur, les différentes structures partenaires du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, le COCAN, mettent les petits plats dans les grands pour réussir cette grande manifestation sportive africaine. En effet, le comité national de soutien aux éléphants, le CNSE, a usé de toutes les stratégies pour fédérer les populations ivoiriennes autour du projet. Ainsi, le président du CNSE et son équipe ont rencontré plusieurs catégories de personnes. D'abord les hommes politiques, le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, la présidente du Sénat, Kandia Kamara, le président du conseil régional d'Abenkourou, M. Wadia Essé. Ensuite, le CNSE a rencontré les hommes religieux, le bishop Benjamin Boni et son éminence Jean-Pierre Coutouin. Et enfin, des personnalités de la société civile et des hommes de médias ont été rencontrés par le CNSE. Toutes ces personnalités ont été nommées soit président d'honneur, soit parrain ou ambassadeur du comité national de soutien aux éléphants de Côte d'Ivoire. Le CNSE a aussi organisé des manifestations de masse, telles que des marches à Abidjan et à l'intérieur du pays à San Pedro. Ces marches avaient pour thème « En paix, marchons vers la CAN 2023 ». Alors, de retour sur notre plateau de Pan-African Media, si vous nous prenez de court, c'est bien évidemment Écho de la CAN, c'est la première production pour cette émission, notamment consacrée à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire. Et le match en levée des rideaux opposera le pays hôte, la Côte d'Ivoire, face à la Guinée-Bissau. Alors Fabrice, nous allons faire un dernier tour de table avant de conclure cette émission et notamment passer l'antenne pour vivre cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau. Bah, c'est un événement que nous attendons avec beaucoup d'intérêt parce que voilà, si vous souhaitez donner beaucoup plus
d'aller à un événement sportif appelé le Cameroun, appelé la Côte d'Ivoire. Beaucoup diront que je suis chauvin, mais je dis non. Le Cameroun a quand même réussi à organiser le championnat d'Afrique des Nations de football CHAN dans une période où le Covid-19 battait son plein et les Camerounais ont bravé la peur qui était véhiculée notamment par les médias mainstream qui nous faisaient croire qu'une simple grippe allait décimer le monde entier, et on a sauvé l'image de la CAN, l'image du CHAN, et qui a repris du poids de la bête. On s'en souvient que le football féminin, ce qui convient aujourd'hui d'être appelé Coupe d'Afrique féminine de football, à un moment donné en 2015 était un peu ballottant. Il a fallu que le Cameroun reprenne l'organisation de cette compétition-là via le Yaoundé, mais surtout le sud-ouest Limbé. Et après cette compétition-là, la CAF s'est sentie obligée de rebaptiser notamment cette compétition qui était par ailleurs appelé championnat féminin de football à Coupe d'Afrique féminine de football. Et quand on voit véritablement ce qui a été fait pour l'organisation de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football au Cameroun, voilà, on sent véritablement que il y a une nette volonté du Cameroun de donner une certaine hauteur. Je le dis quand on prend les clichés qui nous sont venus quelques années en arrière, notamment du côté de l'Égypte, où vous avez l'impression que la CAN n'avait lieu que lorsque l'Égypte jouait notamment dans son stade international du Caire. C'est là où vous voyez le plan du public, et lorsque les autres matchs se jouaient, les stades étaient quasiment déserts. Ça donnait une très très mauvaise impression, notamment à cette compétition qui à chaque année, à chaque fois qu'il y a une édition de la CAN, les mêmes débats reviennent. Est-ce que la CAN doit se jouer en janvier? Est-ce qu'elle doit se jouer en juin? Est-ce qu'elle doit se jouer tous les 2 ans? Est-ce qu'elle doit se jouer tous les 4 ans? Donc vous comprenez qu'on est dans des batailles interminables où à chaque fois il faut que l'Africain doit s'expliquer, parce que la majorité de nos joueurs nous viennent du plus jeune continent qui est le continent européen, et qu'à chaque fois on doit subir une certaine pression, un certain dictat. Voyez-vous, aujourd'hui on parle du cas André Onana qui va rallier la tanière, je crois, demain. On parle du cas Carlos Baleba qui ne veut pas entendre parler des Lions indomptables. On parle du cas de Régis Mouguet qui a aujourd'hui entre le marteau et l'enclume parce que n'ayant pas déféré à une convocation de la sélection nationale du Cameroun. Et donc je crois que la Côte d'Ivoire aujourd'hui, les records qui nous viennent de cette édition-là nous font croire et laissent croire qu'elle sera nettement au-dessus de celle du Cameroun qu'a organisé le Cameroun. Ça ne veut pas dire que le Cameroun n'a pas... Alors, le Cameroun avait organisé une très belle CAN. On l'avait d'ailleurs vu en match d'ouverture, notamment la cérémonie d'ouverture qui a été la cérémonie de fin notamment qui était j'ai convoqué un certain nombre d'éléments pour vous donner de comprendre véritablement le jeu qu'a l'apport qu'a apporté le Cameroun, permettait cette redondance pour qu'on puisse véritablement assurer cette notoriété de la part de cette compétition. On s'en souvient qu'en 2015, très cher ami, lorsque le Maroc avait refusé à 45 jours d'organiser, à 46 jours d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations, il y a que le président équato-guinéen avait pris sur lui d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 45 jours. C'était de l'inédit et la CAN avait eu lieu. Et voilà, cette CAN qui a d'ailleurs vu le 2e sacre de la Côte d'Ivoire. Petite anecdote, chaque fois que la Côte d'Ivoire a joué la finale, elle a joué sa finale face au Ghana. Elle a toujours battu au Ghana au tir au but. C'est bien de faire ce rappel, Fabrice. Il ne faudrait pas oublier le Ghana, via Abedi Pelé, hein, cette légende du football africain-ghanéen, a dit le Ghana viendra remporter la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Fabrice, merci d'avoir répondu présent pour la première des Côtes d'Ivoire. Hervé, c'est moi qui vous remercie. Je dis bravo à Pan-African Media, on ne l'a pas souligné en début d'émission, qui fait quand même un grand coup d'entrée qui permettra très certainement aux nombreux téléspectateurs de suivre la CAN autrement sur ces antennes. Merci également à vous qui avez pris le plaisir de nous suivre pendant ces 52 minutes. Nous remercions toute l'équipe technique, notamment amenée par Madame Françoise Bouba, sans oublier Marius, sous la coordination notamment de la directrice générale Madame Fout Ndedi, et la supervision générale notamment du président directeur général Monsieur Bachir Ladan. D'ici là, portez-vous bien. Retrouvons-nous demain dès 14 h pour un prochain numéro des Côtes.